Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1. Grand Prix d'Italie, c'était ce week-end, c'était le week-end qui vient de se terminer avec le circuit de Monza, c'était le lieu de ce Grand Prix d'Italie. Grand Prix qui a été intéressant avec un vendredi humide, un petit peu de pluie, un samedi sur le sec mais avec des températures pas excellentes et une Q3 qui a été assez ridicule avec simplement deux pilotes qui ont pu faire leur dernière tentative de tour qualif parce que les autres, eh bien il n'y avait plus de temps quand ils ont franchi la ligne de départ arrivée. Et puis un dimanche où il s'est passé pas mal de choses, pas mal de pénalités donné par les commissaires, un tête à queue de Vettel, une nouvelle victoire de Charles Leclerc, première victoire pour Ferrari depuis 2010. Donc voilà, les tifosi attendaient quand même depuis quelques années une victoire sur le circuit de Monza. Et puis voilà, un Grand Prix intéressant, il y a plein de choses à dire et on commence tout de suite par le bilan des Français. Pour les Français, ça n'a pas été un week-end parfait, loin de là. Un week-end même, on pourrait dire, en demi-teinte, voire très moyen en termes de résultats. Si on regarde les résultats de dimanche, aucun des deux Français n'a fini dans les points. Alors on va commencer avec Pierre Gasly. Pierre Gasly qui finit 11e sur ce Grand Prix, qui n'a jamais été en mesure d'aller chercher Lando Norris. Week-end qui, on savait, n'allait pas être facile pour Pierre Gasly, tout simplement parce qu'il changeait son moteur, il utilisait un 4e moteur, ce qui veut dire partir loin sur la grille de départ. Il partait 17e simplement, avec toutes ces pénalités. Simplement Sergio Perez, Max Verstappen également qui avait une pénalité moteur, et Kimi Raikkonen qui avait endommagé sa voiture, partait derrière lui. Alors pour Pierre Gasly, la course n'était pas si mauvaise, un très très bon départ. Très rapidement, il se retrouve juste derrière son équipier Daniil Kvyat. Il est 11e, 12e. Assez rapidement, il passe 3-4 pilotes, rien que sur la première chicane. Ça, c'est très très bien. Ensuite, derrière, ça a été un peu plus compliqué. Avec les médiums, il n'avait pas forcément un très gros rythme. Au bout de 3-4 tours, on sentait que Kvyat était un peu plus rapide. Et puis, il y a eu cet incident avec Lance Stroll au moment du tête à queue de Vettel, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, ce qui fait qu'il est obligé de passer par le bac à gravier. Je pense très sincèrement que ça a dû endommager des pièces sur la voiture, peut-être le fond plat, surtout que les voitures à Monza, souvent on les met assez basses, vu que l'objectif est d'aller le plus vite possible. Et donc je pense que ça a endommagé peut-être le fond plat ou quelques pièces sur la voiture. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas un excellent rythme. Ça lui a surtout fait perdre une quinzaine de secondes. À ce moment-là, il était devant Lando Norris. Lando Norris était 3-4 secondes derrière. Il s'est retrouvé à 10 secondes de Lando Norris à ce moment-là. Et c'est sûr qu'ensuite, pour dépasser le pilote anglais, qui est un pilote prometteur, ce n'était pas vraiment facile. Donc week-end, pas forcément oublié. Certes, la course, c'est pas forcément exceptionnel. Malgré tout, pendant une grande partie du week-end, il était devant son équipier, il était devant Daniil Kvyat au niveau du rythme. Le rythme sur un tour lancé. Il progresse dans la voiture, ça on le sent très clairement. Il n'est pas encore totalement à l'aise, mais ça va venir au 3e, 4e Grand Prix. Je pense que déjà à Singapour, ça ira encore mieux. On le sait que Pierre Gasly n'était pas sur cette voiture-là en début de saison, donc il faut qu'il s'adapte également à cette voiture. Mais ça s'est plutôt bien passé en essai, en qualification. Une très bonne Q1. En Q2, malgré le fait qu'il ait utilisé des pneus rodés, il n'était qu'à 5 dixièmes de Daniil Kvyat qui avait des pneus neufs. Donc il était dans le coup, vraiment dans le coup, parce qu'il avait des pneus rodés. Ils n'ont pas pris de risque en Q2, en sachant que le fait qu'il allait changer de moteur et partir très très loin sur la grille, ça n'avait pas d'importance pour Pierre Gasly de faire une bonne Q2. Après, dommage, le Grand Prix qui n'a pas été exceptionnel. Bon, l'avantage, c'est que son équipier abandonne. Donc il n'est pas menacé par son équipier. Puis l'autre avantage, c'est que Alexander Albon n'a pas fait non plus un week-end parfait. Malgré tout, pour Pierre, on attendait peut-être à ce qu'il rentre dans les points. Ça aurait été bien pour lui de rentrer dans les points, mais il y en a manqué un petit peu. On passe au deuxième pilote français, Romain Grosjean. Alors pour Romain Grosjean, comme vous en avez l'habitude avec Romain Grosjean, vu que Magnussen n'a pas fait un meilleur Grand Prix que lui, on va parler de Haas en général en parlant de Romain Grosjean. Mais on va quand même se concentrer sur Romain dans un premier temps. Romain qui était 13e sur la grille de départ. Il profite des pénalités des concurrents devant lui. Il est quand même loin de Magnussen.
Je rappelle que Romain Grosjean est éliminé dès la Q1, c'est le 6e, c'est le premier éliminé de Q1. Magnussen, lui, est éliminé en Q2. Après, derrière, en course, pas du tout de rythme. Une voiture très instable. Romain finit 16e, Magnussen abandonne. Mais la voiture, elle est inconduisible. Elle est inconduisible. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la Haas. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'errance entre on fait rouler une voiture avec les spécifications nouvelles, une voiture avec les anciennes spécifications. Bon, grosso modo, on avance un pas en recul de 4. Du côté de chez Haas, il n'y a plus grand-chose à jouer. Alors, améliorer la compréhension des pneus, ça peut être un objectif, parce que là, aujourd'hui, ils ne savent pas les problèmes sur la voiture. Ils n'arrivent pas à comprendre les problèmes sur la voiture. Donc, s'ils n'arrivent pas à les comprendre cette année, c'est pourrait que le look qui soit dans la voiture, il reste l'année prochaine. Et donc ça, c'est très désagréable, bien entendu, pour l'équipe. Mais très clairement, la voiture, aujourd'hui, n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau de la Toro Rosso, elle n'est pas au niveau de la Sauber, Alfa Romeo, elle n'est pas au niveau des Racing Point. Et surtout, ils n'ont pas réussi à faire évoluer la voiture. C'est-à-dire que même la Williams a eu des améliorations qui fonctionnaient mieux que la Haas. La Haas, certes, il y a des améliorations sur la voiture. Enfin, il y a des évolutions sur la voiture. Mais elle ne transcende pas, elle n'améliore pas le comportement de la voiture, voire la dégrade. La voiture marche quasiment moins bien qu'en début de saison. Ce qui est incroyable. Ça veut donc démontrer que, techniquement, l'équipe derrière, les mécanos, les ingénieurs, font pas bien leur boulot. Donc, pour moi, si j'étais le directeur, Monsieur Haas, je changerais pas mal de choses dans l'équipe, parce que ça veut dire que les ingénieurs n'arrivent pas à comprendre. C'est l'équipe vraiment qui comprend le moins bien les pneus. Même Williams comprend mieux les pneus qu'eux, McLaren, il y a plein d'équipes qui arrivent à comprendre les pneus aujourd'hui. C'est l'équipe qui n'arrive toujours pas à saisir comment fonctionnent les pneus, qui n'arrive pas à servir, à faire fonctionner les pneus sur sa voiture. Moi, j'irais quand même faire une restructuration légèrement, parce que la saison est catastrophique. À part Williams qui est derrière, le nombre de points est absolument faible. Ils ont quand même marqué des points sur des grands prix où, par exemple à Hockenheim, ça a été des grands prix complètement fous. À la régulière, ils ne sont pas dans les points. Donc aujourd'hui, très clairement, du côté de l'équipe Haas, il va falloir faire des choses. Il va falloir, oui, virer des gens, forcément. C'est pour ça que moi je pense que Romain Grosjean est en danger, parce que si on veut insuffler une nouvelle une nouvelle dynamique, il faut peut-être également changer un des deux pilotes. Magnussen a un contrat pour l'année prochaine. Romain Grosjean, son contrat s'arrête à la fin d'année. Ça va peut-être être Romain Grosjean. Pas forcément parce que c'est un mauvais pilote, mais il a quand même fait des erreurs sur ces 2 dernières années. Une erreur derrière safety car qui coûte, je crois, 8 points. Une erreur dans les stands à Silverstone, pas mal d'erreurs qui font que c'est vrai que si on compare à Magnussen, ça va être sur la comparaison de cette saison, mais aussi sur la saison dernière. Cette année, il est derrière en nombre de points. L'année dernière, il était derrière en nombre de points. Forcément, Magnussen a l'avantage. Après, je ne vois pas forcément Haas avoir une Nico Hülkenberg. Ça ne m'étonnerait pas que Nico Hülkenberg aille peut-être chez Alpha pour une saison ou 2 saisons, dans le cas d'un remplacement de Kimi Räikkönen à la fin de l'année 2020. Par contre, Haas pourrait aller chercher Antonio Giovinazzi, ça serait pas une mauvaise idée. C'est pas forcément le meilleur pilote, mais on voit que là, il s'améliore dans la voiture, il fait un Grand Prix qui n'est pas mauvais, donc à voir du côté de chez Haas, si on ne veut pas récupérer Antonio Giovinazzi. On passe au pilote au top. Alors, je vous préviens tout de suite, la vidéo va pas faire 35 minutes comme la semaine dernière. On va essayer de faire moins de 25. C'est notre objectif. Donc là, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure pour faire le tout. Alors, du côté des pilotes au top, Charles Leclerc. Pas grand-chose à dire sur le week-end de Charles. Très bon week-end. Nouvelle victoire. Victoire qui n'a pas été facile à acquérir malgré la pole position. Pole position parce que beaucoup de pilotes n'ont pas été très très intelligents dans leur gestion de la Q3. Ça a été un petit peu rocambolesque, mais c'est là où on voit que la F1, qui est pourtant un sport où on peut pas... Je pense que c'est le sport où on prévoit le plus à l'avance, c'est-à-dire on prévoit des stratégies, on prévoit 4 ou 5 stratégies différentes, on prévoit ce que les autres vont faire. C'est comme un jeu d'échecs, on prévoit énormément de choses à l'avance.
Et pourtant, dans ce monde qui semble assez imprévisible, le monde de la Formule 1, et bien des fois on peut être surpris par une Q3 où tout le monde se foire complètement. Enfin, c'est sidérant en F1, comme c'est un sport où on pense que l'imprévisible n'existe pas, et pourtant, on peut faire des erreurs complètement bêtes alors que tout est prévu à l'avance, des jours, des mois à l'avance, que les ingénieurs planchent pendant 4 jours, que vous avez des statisticiens, vous avez des gens qui gèrent que les stratégies et qu'on peut se pointer à ce point au niveau des stratégies. Bon, on va parvenir. Très bonne qualification, il fait la pole position, Charles Leclerc. Très bon pendant tout le week-end. Il y a juste Vettel qui est devant en EL3. Ensuite, en course, il n'a pas été aidé par son équipier, contrairement au week-end dernier où c'est vrai que la stratégie qu'on avait donnée à Vettel avait aidé Charles à avoir une fin de Grand Prix plutôt tranquille, même si dans les 2-3 derniers tours, Hamilton revenait fort. Là, il a eu un week-end pas simple. Il a été aidé par sa voiture, qui allait très très vite en ligne droite. Et c'est vrai qu'à Monza, on dépasse en ligne droite, parce que les virages, soit c'est des virages très lents, la chicane par exemple du premier virage, ou la deuxième chicane, soit c'est des virages où il y a une trajectoire possible. Ascari, vous ne pouvez pas dépasser. Ascari, c'est compliqué de dépasser. Donc on dépasse sur les zones de freinage et sur les zones de ligne droite. Donc forcément, quand vous allez vite, c'est un avantage. Et ça a été le cas de Charles Leclerc, qui avait une très très bonne voiture, qui allait très très vite. Lewis Hamilton et Bottas se sont cassés les dents, malgré le DRS. Ils étaient à 5 dixièmes au début, à la fin de la parabolique. Il y avait toute la ligne droite d'arrêt des stands. Et pourtant, ils n'arrivaient pas à aller le chercher. Pourtant, il n'était qu'à 5 dixièmes. Il y avait le DRS. Lui n'avait pas le DRS. Ils n'ont jamais réussi à aller le chercher, que ce soit Bottas et Lewis Hamilton qui se sont cassés les dents. Il a aussi défendu assez fermement sa place. Mais c'est ce qu'il avait indiqué. C'était après le Grand Prix de France. C'était quand il avait une bagarre avec Verstappen. Je ne sais plus, c'était à Montréal. Je ne sais plus. C'était à quelle course où il avait dit maintenant, à Silverstone, pardon. J'ai cité les 3 Grands Prix, où il avait dit que maintenant je sais à quoi m'attendre au niveau de la direction de course, donc je sais maintenant comment défendre ma position. Bien, c'est ce qu'il a fait. Hamilton devra adapter son pilotage, les règles ont changé avec Michael Masi. Il laisse un peu plus faire, et c'était le cas de Charles Leclerc, qui a eu le drapeau blanc et noir, qui on rappelle est une sorte de carton jaune désormais, c'est utilisé de cette manière, et on va l'utiliser le plus souvent. C'est une stratégie que certains trouveront moyenne, tant que c'est utilisé dans l'idée d'un carton jaune, c'est-à-dire que dans l'idée où on prévient que si tu refais la même manœuvre qui n'était pas trop grave, tu auras un carton rouge. Enfin, tu auras une pénalité. Par contre, il faut que ça soit dans cette idée-là. Il ne faut pas tout le temps qu'on passe par le drapeau blanc et noir, parce que dans ce cas-là, tout le monde va avoir un joker. On aura des choses incroyables sur la piste. Il faut qu'on puisse, dans certains cas, mettre des pénalités plus lourdes, et ça a été le cas sur ce week-end. Donc ça s'est bien déroulé. Donc Charles Leclerc qui a bien défendu sa position. Charles Leclerc qui devient désormais le leader de la Scuderia. Il faut le dire, c'est désormais le leader de la Scuderia Ferrari. Pole position face à Hamilton et Bottas qui sont à moins d'un dixième. Course, il est devant. Son coéquipier fait des erreurs, j'ai envie de dire, comme la fin de saison dernière. Et peut-être qu'on aura également un tête à queue à Suzuka. Pourquoi il fait des erreurs également en Vettel? Parce qu'il est sous pression par rapport à Charles Leclerc. C'est à quoi on pouvait s'attendre en début de saison, que Vettel soit peut-être un peu sous pression et qu'il fasse des erreurs. Eh bien, il en a commis une sur ce Grand Prix. Mais voilà, très très bon week-end. 2 victoires. C'est les 2 seules victoires de Ferrari. Il a failli en apporter une 3e, on rappelle, du côté de Bahreïn s'il n'y avait pas eu un problème moteur. Donc c'est pour l'instant lui qui a apporté les meilleurs résultats de la Scuderia Ferrari. Les tifosi l'ont compris. Ils ont compris que désormais c'est le leader de l'équipe. Et ça va être compliqué pour Vettel de redevenir le numéro 1 dans la Scuderia Ferrari. Deuxième équipe au top. On va aller vite sur la deuxième équipe au top, c'est Mercedes. Week-end où il pensait être en grande difficulté, Mercedes, avec une voiture qui ne va pas très vite en ligne droite, on le sait, la Mercedes cette année a pas mal d'aéro, donc elle a pas mal d'adhérence de base. Ça s'est bien passé pour Mercedes au final, 2 et 3, alors certes, Hamilton finit derrière Bottas, mais au final pour Hamilton au championnat, c'est pas très grave. Bottas ne reprend que 3 points, Vettel ne marque pas de points, Verstappen finit 8e, donc il reprend encore des points d'avance sur Verstappen. Il n'y a que Charles Leclerc, mais on rappelle que Charles Leclerc était simplement 5e du championnat avant Spa, donc c'est pas très grave pour Lewis Hamilton au niveau du championnat. Voilà, course tranquille, il a tenté d'aller chercher Leclerc, il a fait une erreur au freinage, Bottas lui est passé devant, pas de consigne d'équipe,
On a vu chez Mercedes, on n'a pas besoin de toute façon, mais voilà. Équipe qui marche très très bien, Mercedes. Bottas, on le disait un peu en retrait, il finit quand même qu'à un petit centième en qualification de Lewis Hamilton. Certes, on pourrait croire que cette année il a un statut numéro 2, mais le fait d'avoir renouvelé son contrat va aussi le libérer un petit peu mentalement. Ça peut être pas mal. Alors certes, on peut penser qu'il y ait, on va dire, un manque de concentration, peut-être. Moi, je pense que ça peut le libérer pour lui permettre de piloter de manière un peu plus tranquille, parce qu'il sait qu'il a une place confortée l'année prochaine. Bonne course de Mercedes, pas grand-chose d'autre à dire. Ils dominent le championnat toujours. Ils sont toujours en tête du championnat. Puis, constructeur, c'est important pour eux. Ils remporteront, je pense, le titre constructeur avant le titre pilote. Et puis Hamilton est toujours largement devant au championnat. On finit avec une dernière équipe au top. C'est l'écurie Renault. Meilleur week-end de Renault depuis son retour. Et comme le disait Cyril Abitboul, c'est vrai que ce week-end, c'est un week-end parfait. Il n'y a pas eu d'erreur sur ce week-end. Bon vendredi, bon samedi, bon dimanche. 3 bonnes journées. Alors certes, un tour en dessous de Ferrari et Mercedes. Malgré tout, c'était pas la 4e force du plateau ce week-end, c'était plutôt la 3e force du plateau, devant Red Bull en rythme, parce que en qualification, les deux finissent devant Alexander Albon, qui certes n'avait pas fait de tour de qualification au moment de l'imbroglio au niveau de la Q3, mais il ne faut pas encore négliger qu'ils avaient un très bon rythme. Alors certes, Nico Hülkenberg en fin de course, Albon revenait un petit peu sur lui, l'écart en fin de course n'est que d'une seconde, alors qu'il y avait un moment quasiment 8 secondes. Donc le rythme en fin de course était un peu moins bon. Par contre, Daniel Ricciardo, il avait un excellent rythme de course. Donc voilà, pour moi, c'était la 3e force du plateau. Une stratégie audacieuse de mettre un tout petit aileron à l'arrière, mais qui a mieux marché que sur la Red Bull. Un moteur, il ne faut pas le négliger, qui marche très très fort. Le moteur Renault. Alors, on s'était un peu moqué parce qu'en début de saison, ils avaient annoncé qu'ils avaient beaucoup de progrès. On s'était moqué de Renault. Un petit peu, les gros top teams s'étaient moqués de Renault en disant oui, certes, le moteur s'est amélioré, mais on voit pas les résultats. Et puis, il y avait eu le problème au niveau logiciel qui avait provoqué le double abandon à Bahreïn. Bahreïn, déjà, ils étaient rapides. À Spa, ils étaient rapides. Là encore, ils étaient rapides. Ils ont du mal, c'est sur les circuits comme la Hongrie, le Hungaroring, c'est des circuits où on passe en 3e, 4e les virages. Ça, la voiture n'aime pas. Par contre, ils sont performants sur les circuits en ville, et ils sont performants également sur les circuits rapides, comme on vient de le voir ce week-end. Mention un petit peu à Nico Hülkenberg également, qui s'est montré en début de course en allant chercher Vettel. Donc ça va, je pense, intéresser peut-être le patron de chez Haas ou Fred Vasseur. C'est un pilote qui sait être agressif. Après, bon, il était moins rapide que Daniel Ricciardo, mais Daniel Ricciardo, après en course, il était très très fort, il était très rapide, pas loin de Bottas pendant un grand moment. Ils se sont même intercalés pendant les arrêts au stand. Ils étaient vraiment performants, les deux Renault, et on espère que ça sera encore le cas du côté de Singapour dans 2 semaines. Allez, on passe désormais au pilote où le week-end a été moyen. C'est pas mauvais, c'est pas catastrophique, c'est un week-end moyen. On commence avec Sergio Pérez, le pilote mexicain, le pilote Racing Point. Week-end qui n'est pas mauvais du côté de Sergio Pérez, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Il est 7e. Derrière, en fait, entre les deux Red Bull, derrière Alexander Albon, devant Max Verstappen. On aurait pu s'attendre à mieux du côté de Racing Point en termes de rythme, parce qu'en qualification, Pérez finit... il est très très loin. Oui, il est très très loin. Il est 17e à cause d'un petit souci moteur, il semblerait, sur la Racing Point. Pas souvent battu par Lance Stroll, Pérez, cette saison. Et puis en course, par contre, il fait une belle remontée, mais le rythme, pendant tout le week-end des Racing Point, n'était pas si exceptionnel que ça, alors que c'est plutôt un circuit, normalement, qui leur convient pas mal, avec Spa, bien entendu, qui est leur circuit référence. Donc assez surprenant, le rythme, je trouve, de Racing Point, qui n'était pas exceptionnel. Après, en course, la vitesse de pointe de la voiture est toujours pas importante. Le moteur marche toujours bien, même si c'est peut-être plus le moteur de référence, mais il marche toujours bien, le moteur Mercedes. Donc ça fait un bon alliage, un bon début de course, après un bon rythme. Il profite également des soucis de Pierre Gasly, des petits soucis de Daniel Ricciardo également, de Carlos Sainz. Donc voilà, ça lui permet de finir 7e à la fin de ce Grand Prix. C'est des points importants pour Sergio Pérez et pour Racing Point, qui remonte un petit peu au classement constructeur. On passe à McLaren. Bon week-end. Pour McLaren,
c'est un week-end en demi-teinte, surtout face à Renault. On rappelle que les deux équipes se tirent un petit peu la bourre, le même moteur. Je rappelle que McLaren a également le moteur Renault. Et depuis le début de saison, c'est vrai que McLaren est plus performant que Renault. McLaren est très clairement la quatrième force du plateau. Malgré tout, sur ce week-end, eh bien, à la régulière, Renault était devant, un petit peu comme un Spa. Et puis le week-end n'a pas été exceptionnel, avec un abandon de Carlos Sainz à cause d'une erreur dans les stands. On n'a pas resserré assez fortement un de ses pneus, et ce qui fait qu'il a dû s'arrêter rapidement. McLaren qui reçoit une pénalité financière, une amende de la part de la FIA, c'est totalement logique. Pour moi, de ne pas mettre de pénalité au pilote sur la grille, parce que c'est pas une erreur du pilote, c'est une erreur de l'équipe, donc c'est normal que l'équipe soit sanctionnée. On pourrait même mettre des points de pénalité au niveau classement constructeur. Ça pourrait être également une réflexion à avoir qu'au classement constructeur quand on fait ce genre d'erreur du côté d'une équipe. Donc ça lui gâche un petit peu sa course parce qu'il était juste derrière les Renault et peut-être qu'il aurait fini même devant Alexander Albon. Je suis pas sûr qu'Albon aurait réussi à le dépasser. Donc voilà, c'est des points qui s'en vont. En course, par contre, il était en qualif, par contre, c'était un peu moins ça, mais il y a eu également le problème au niveau du tour de Q3, même si lui est passé. C'est le seul pilote qui est passé, Carlos Sainz. Lando Norris, week-end un peu plus en retrait pour Lando Norris, mais 10e, c'est lui qui marque le seul point de l'équipe britannique, un peu en retrait par rapport aux qualifications. Voilà, où il était un peu moins bien, le pilote, même s'il avait des pénalités sur la grille, il finit derrière 4 en qualification, donc c'est pas exceptionnel non plus de la part du pilote britannique. On continue avec Alfa Romeo, on va aller assez vite sur Alfa Romeo. Bon week-end de Giovinazzi, Kimi Räikkönen n'a pas enchaîné les erreurs, c'est assez bizarre. 2 erreurs dans la parabolique au même endroit, une fois le vendredi et une fois le samedi, ça lui coûte une séance de qualification. Ensuite en course, il y a un problème qui n'est pas de son ressort, en fait un problème de réglementation au niveau des pneus. Ils ont utilisé des pneus qui n'étaient pas prévus pour la course, enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc il a eu une pénalité de 10 secondes, une pénalité assez sévère quand même je trouve, surtout par rapport à celle de Lance Stroll, mais on reviendra sur la pénalité de Lance Stroll. J'aurai beaucoup de choses à dire sur le cas Lance Stroll et sur l'incident Stroll-Vettel. Du côté de Giovinazzi, week-end intéressant, bonne qualification du côté d'Antonio Giovinazzi, éliminé en Q2 mais 11e, donc premier éliminé de Q2, c'est pas si catastrophique que ça. Et puis en course 9e, une bonne stratégie, une bonne gestion de sa course. Il n'a pas fait d'erreur comme un Spa en abandonnant dans le dernier tour. Donc voilà, il marque ses 2 premiers points en Formule 1, c'est important pour lui. C'est important parce que sa place il est quand même sur la sellette du côté de chez Sauber, et Ferrari n'est pas forcément satisfait de ses résultats. Donc c'est important pour lui, le pilote de l'académie Ferrari, de marquer ces points-là à ce moment-là de la saison, même s'il finit, il faut quand même le souligner, un tour de Charles Leclerc. On finit avec Daniel Kvyat, abandon en course, 12e en qualification, le coéquipier de Pierre Gasly. Certes, en qualification, il était devant Pierre, mais je rappelle que Pierre utilisait des pneus rodés. Il partait devant sur la grille de départ également, 12e et 17e. Par contre, en course, il avait un rythme intéressant. Il était dans les points jusqu'à son abandon sur problème moteur à la mi-course. Dommage, il aurait pu marquer des points pour Toro Rosso, qui sort donc avec 0 points, et donc c'est décevant pour Toro Rosso parce qu'ils perdent des points par rapport à Renault, mais également par rapport à Alfa Romeo ou Racing Point. On termine avec les bonnets d'âne, on va faire vite parce qu'au final la vidéo est aussi longue que d'habitude, et on commence avec Red Bull. Mauvais week-end de la part de Red Bull, pour une raison simple. Est-ce que Red Bull, on les attend à être 6e et 8e d'un Grand Prix? Eh bien non. Alors Verstappen nous a encore fait une magnifique boulette en partant du fond de grille avec... il n'a pas su gérer son départ, tout simplement. Il rentre dans les pilotes devant lui. On sait qu'à Monza, c'est un bouchon, le premier virage, parce que c'est une chicane. Donc il faut faire attention, c'est pas là où on gagne la course. Alors certes, on va perdre du temps parce que voilà, c'est un bouchon, ça se resserre pas mal au niveau de cette chicane. Bon, il fait une bêtise comme l'ancien Verstappen en oubliant de freiner. Mais le week-end n'a pas été simple pour Red Bull. Des problèmes encore mécaniques pas mal, des problèmes de fiabilité. Alors certes, c'est un peu l'objectif de Verstappen qui veut qu'on ait de plus en plus de puissance, sauf que c'est un peu bête par rapport où on devrait déjà être dans la recherche de la fiabilité, puis après de la performance.
Il faut déjà être fiable en F1 désormais quand on n'a que 3 moteurs pour toute une saison. Bon, on charge la puissance, mais donc ça provoque des problèmes mécaniques. Et puis il y a quand même des soucis mécaniques un peu bêtes, c'est-à-dire que là, la voiture qui se met en mode sécurité à cause d'un vibreur, le week-end dernier, on lui change pas son moteur le vendredi, et alors qu'il avait des problèmes de latence. Il avait un temps de réponse important au niveau du turbo, mais pendant tout le week-end il l'a gardé. À chaque séance il s'en plaignait parce qu'on n'a pas voulu lui remplacer le moteur turbo, enfin tout l'équipement turbo, ce qui est un peu bête parce qu'il a eu un week-end compliqué. Donc là pareil, voiture qui se met en mode sécurité. C'est des problèmes un peu bêtes que n'ont pas les autres motoristes. Les autres motoristes, ils ont des problèmes de moteur qui explosent, mais pas forcément ces soucis-là qui on a l'impression que ce sont des soucis de jeunesse, quoi. Donc c'est un peu dommage du côté de chez Red Bull. Et puis en plus on cherche la performance, mais pour l'instant on ne l'a pas vraiment, parce que sur ce week-end, il faut le dire, le moteur manquait cruellement de performance, et c'est pour ça que les résultats sont en net retrait du côté de chez Red Bull. Je vais maintenant parler du cas d'Alexander Albon. On nous dit qu'il est exceptionnel, ce pilote-là. C'est encore un week-end moyen, il fait pas mieux que Pierre Gasly. Je dirais même qu'il est un peu moins bien que Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly ne se faisait pas battre par les Renault. Donc voilà, un week-end où il a surtout des débuts de course très poussifs, Alexander Albon. Il finit bien les courses, les grands prix. Par contre, ses débuts de course, que ça soit Spa ou là, sont très poussifs. Alors est-ce qu'il a du mal à faire chauffer les pneus, à faire fonctionner les pneus ? C'est une question. Pourtant là il avait des softs, alors que sur le week-end précédent il avait des médiums en début de course, donc on pouvait se dire c'était les médiums à Spa. Là c'était des softs, mais ça ne marchait pas très bien. Bon, on passe rapidement sur Williams, le cas Williams. Bon, erreur je pense stratégique déjà en amont du Grand Prix de vouloir utiliser un aileron autant braqué. Je pense qu'il fallait utiliser une lamelle, même si la voiture est instable. Il fallait tenter le risque, et là, utiliser un aileron, on va dire traditionnel, braqué de manière traditionnelle à Monza, quand il y a beaucoup de lignes droites, c'est impossible d'être performant, donc ils n'ont pas été performants, en retrait pendant tout le week-end, avec encore un George Russell qui est devant Robert Kubica, comme depuis le début de saison, assez largement en qualification, l'écart en qualification est assez énorme, même, plus de 5 dixièmes, et en course, c'est pas beaucoup mieux, avec Robert Kubica qui finit bon dernier, le seul à être à 2 tours, et George Russell qui finit 14e devant Kimi Räikkönen. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Fait que Williams sera encore en difficulté jusqu'à la fin de saison. Vivement l'année prochaine chez Williams, parce que oui, l'année est compliquée avec, on rappelle, une voiture qui avait été mal conçu en début de saison, avec des erreurs en fait de lecture de la réglementation. On avait mis une pièce de suspension en trop, donc la voiture n'était pas aux normes, n'était pas conforme quand elle a débuté les essais. Donc il a fallu retransformer entièrement la voiture, et c'est pour ça que là ils ont pris énormément de retard de ce côté-là. On finit avec Vettel et Stroll. Alors Vettel, très mauvais week-end de la part de Sébastien Vettel. Les essais libres, il est toujours derrière Leclerc, sauf en EL3. En qualification, il est derrière, alors que normalement il avait la voiture la plus performante. Il se fait avoir comme la plupart des pilotes avec la Q3 également, totalement à voir. Bon voilà, malgré tout coup qu'il ait tenté des choses. Et puis j'ai l'impression que c'est plus le numéro 1 chez Ferrari. Chez Ferrari, Charles Leclerc a pris 2 victoires. Il s'en est peut-être aperçu également lors de la fête à Milan. Il y a eu une fête pour les 90 ans de Ferrari mercredi du côté de Milan. Il s'est peut-être aperçu de la notoriété importante qu'avait Charles Leclerc. Et désormais, il sait qu'il n'est plus forcément apprécié des tifosi. Alors ça, c'est pas nouveau parce qu'il n'a jamais été vraiment apprécié des tifosi Vettel. Contrairement à Alonso, contrairement à Massa. C'est un pilote, c'est un ton en dessous au niveau de son amour des tifosi, parce qu'on le considère comme un sous-Schumacher, Vettel. C'est un peu comme ça de la part des tifosi, il faut le dire. Il passe derrière un monstre du côté des Allemands, mais il est même moins apprécié que Barrichello ou que Massa ou que d'autres pilotes italiens et étrangers qui sont passés par la Scuderia. Par rapport à un Charles Leclerc qui a, je trouve, une notoriété qui est assez similaire à celle qu'avait Jean Alesi. Week-end quand même, où il est en retrait, 4e en qualification, et puis en course, erreur dans Ascari, parce qu'il en fait trop, tout simplement. Et puis il repart trop rapidement, la pénalité est totalement justifiée pour Vettel, qui percute
Lance Stroll, donc mauvais week-end pour un pilote qui n'est plus le numéro 1 et je pense qu'il l'a peut-être compris, Sébastien Vettel, et c'est peut-être la fin. Je trouve qu'il y a même un parallèle à faire entre Sébastien Vettel et un Jorge Lorenzo, des pilotes qui ont dominé pendant une courte période, parce que Vettel c'est 4 titres de champion du monde d'affilée, avec une saison 2009 qui n'était pas mauvaise pour Vettel. Jorge Lorenzo dans sa carrière en moto Grand Prix, c'est aussi sur une courte période de domination, même si il a eu un titre après derrière. Et entre les deux c'est un peu la même chose, c'est-à-dire depuis qu'ils ont quitté leur cocon familial, c'est-à-dire d'un côté Yamaha, de l'autre Red Bull, et ben ils n'arrivent pas à faire fonctionner, ils n'arrivent pas à être performants. Alors certes, Jorge Lorenzo a quand même été plus performant que Vettel en ayant fait une deuxième saison chez Ducati qui n'était pas si mauvaise que ça, mais elle était inconstante. Là chez Honda, il ne s'en sort pas, et de l'autre côté, c'est également le cas pour Sébastien Vettel. Il y a, je trouve, un rapport assez similaire entre ces deux pilotes. On finit avec Lance Stroll. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'énerve avec Lance Stroll, c'est la pénalité. Alors, pourquoi il n'a pas eu la même pénalité que Sébastien Vettel alors qu'il fait la même chose avec Pierre Gasly? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences n'ont pas été les mêmes. Donc la F1, la FIA prend en compte les conséquences parce que Pierre Gasly n'a pas été au stand, n'a pas dû changer une partie de sa voiture. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu les mêmes pénalités. C'est vraiment une déclaration de la FIA. Je trouve ça incroyable parce qu'en fait, la F1 ne devrait pas regarder les conséquences, mais juste l'erreur. Et l'erreur est la même. Les deux pilotes sont repartis sur la piste sans faire attention aux autres voitures. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est la même erreur. Même erreur veut dire même pénalité. Normalement, on ne s'intéresse pas aux conséquences quand on donne des pénalités. Quand on est commissaire, on s'intéresse à l'erreur en elle-même. L'erreur, elle est simple. Il reprend la piste alors qu'il ne fait pas attention aux autres pilotes. Et donc, il est à deux doigts de percuter un autre pilote. Parce que si Pierre Gasly n'est pas obligé de changer son aileron avant, c'est juste qu'il a eu un réflexe exceptionnel d'éviter la voiture de Lance Stroll. Sinon, au niveau du Grand Prix, c'est dommage parce qu'il était rentré en Q3, le pilote canadien, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Par contre, il n'avait pas un très très grand rythme en course. Et puis ensuite, derrière, de toute façon, son Grand Prix était fichu à partir du moment où il se faisait harponner. Comme vous en avez l'habitude, à la fin de chaque vidéo sport mécanique et Formule 1 qui dure un petit peu longtemps, on passe à un résumé des classements du championnat. On commence par le championnat pilote. C'est toujours Lewis Hamilton qui mène. Bon voilà, avec 63 points d'avance sur Valtteri Bottas. Ensuite, on retrouve Max Verstappen qui garde la troisième place face à Charles Leclerc, mais simplement pour 3 points. Charles Leclerc qui est désormais devant Sébastien Vettel qui fait un 0 pointé. On retrouve ensuite Pierre Gasly, Carlos Sainz, Alexander Albon à l'égalité avec Daniel Ricciardo avec 34 points, Daniel 4 10e qui recule au classement de 2 positions. Et puis ensuite Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg, le premier français c'est toujours Romain Grosjean avec 8 petits points. Antonio Giovinazzi a marqué des points, il ne reste plus que George Russell qui n'est pas marqué des points cette saison du côté du classement pilote. Du côté du classement constructeur, quelques petits changements. Mercedes reste en tête assez largement, elle dépasse le cap des 500 points. Mercedes avec désormais plus de 150 points d'avance sur Ferrari. On retrouve ensuite Red Bull, mauvais week-end pour Red Bull, l'écart avec Ferrari augmente, il est de quasiment 90 points, 85 points, voilà précisément entre les deux équipes. On retrouve ensuite McLaren, Renault, week-end en demi-teinte, l'écart avec Renault se réduit, c'est moins de 20 points désormais entre les deux équipes. Renault qui passe devant Toro Rosso, mauvais week-end pour l'équipe italienne. On retrouve ensuite Racing Point qui se rapproche de Toro Rosso pour la 6e place, Alfa Romeo, Haas et Williams. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires si vous avez apprécié ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce débrief. Nous, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix de Singapour, c'est dans 2 semaines, l'un des plus beaux circuits de la saison, de nuit, le Monaco un petit peu de l'Asie. Et puis voilà, il y aura encore des rendez-vous sport mécanique dans le reste de la semaine avec le débrief F3 certainement. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.